à tous, bienvenue pour ce webinaire de Data Grand Test. Nous allons commencer d'ici 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte, mais en attendant, je vais faire le premier brief en fait de comment ça va se dérouler. Donc vous êtes à peu près 120 inscrits, pour le moment vous êtes 62 connectés, donc je pense que les autres s'en viennent. Donc la séance de ce matin, elle est consacrée aux drones. Donc l'acquisition de drones, de données par drone, pardon. Pour en apprendre plus sur le sujet, on est entouré de Bruno Nicole, de Laure Barbier du département de la Meuse. On a aussi Jean-Michel Jauget du SDED du 52, Joanne Maugin de l'Eurométropole de Metz et Clara Lévesque de OID qui vient nous accompagne, qui nous a aidé dans l'organisation de ce webinaire. Donc merci à tous pour votre présence. Avant de commencer, donc, je vais vous rappeler en fait que ce webinaire s'inscrit dans le cadre des jeudis Adonnez-vous à la donnée, qui est un rendez-vous mensuel qu'on a instauré il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc tous les premiers jeudis du mois de 11 h à midi, on vous offre un webinaire sur un sujet qui a lieu sur la donnée, qu'elle soit géographique ou non géographique d'ailleurs. Vous pouvez nous faire parvenir tous vos sujets quand vous le voulez. Vous pouvez être aussi intervenant si vous avez quelque chose à présenter. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on puisse organiser ça avec vous. Le prochain rendez-vous, ça sera jeudi le 11 mai. Donc pour ceux qui suivent, en fait, on a skippé le premier jeudi du mois ce coup-ci parce qu'on a eu des problèmes de ressources. Donc ça sera le jeudi 11 mai qui sera donc le deuxième jeudi du mois de mai. Et le sujet, ça sera pourquoi publier mes données sur Data Grand Test. Un petit rappel avant de commencer, plus technique, pour tous ceux qui n'utiliseraient pas Chrome, ça serait mieux de switcher sur Chrome tout de suite parce que Edge et Firefox peuvent rencontrer quelques petites difficultés. Si vous avez des questions durant la présentation, privilégiez l'onglet questions plutôt que le chat parce que nous, ça nous permet de voir plus rapidement les questions et ensuite de les poser aux intervenants. Et puis, si vous n'avez pas pu être présent ou que vous avez envie de revoir quelque chose sur le webinaire, tout sera remis sur notre page YouTube et sur notre page web. Donc, vous pourrez le revoir à tout moment. Voilà, ça sera à peu près disponible mardi prochain sur notre site web. Maintenant, je laisse la parole à Clara. Et donc, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, ou comme vous allez peut-être le découvrir, les drones sont utilisés depuis de nombreuses années et pour divers usages. L'acquisition d'images, pour faire du suivi de voirie, d'aménagement, des travaux pour le plan de corde rue simplifié, les cimetières et bien d'autres thèmes encore. Parfois considérés comme des jouets, ce sont des outils redoutables permettant de réaliser des levées, et derrière, des analyses beaucoup plus poussées, comme le mouvement de digue, des analyses en 3D, des inspections thermiques, ou encore du suivi sur des sites sensibles ou d'intérêt que nous pourrons voir. Alors, lors de ce webinaire, nous allons, grâce au témoignage des intervenants ici présents, découvrir l'usage des drones dans son ensemble. Dans un premier temps, alors, j'ai pas passé la slide. Ouais, merci Marie-Ségolène. Dans un premier temps, nous verrons en quelque sorte la phase amont du projet, la phase de mise en œuvre d'une offre de service par drone avec des aspects organisationnels, techniques, les choix, les coûts, ainsi de suite, donc par le département de la Meuse. Dans un second temps, nous profiterons du retour d'expérience d'un utilisateur expert et aguerri des drones depuis plus de 15 ans. Et pour terminer, nous verrons l'expertise, une partie un peu plus réglementaire et le cas d'usage spécifique dans le domaine archéologique. Alors, pour commencer, je vais donc laisser la parole à Monsieur Bruno Nicole et Laure Barbier, responsables et chefs de service au service intégration logicielle et géomatique de la direction des systèmes d'information au département de la Meuse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci déjà de votre présence. Je remercie Data Grand Test pour cette tribune qui nous permet de faire partager nos expériences. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le département de la Meuse. Tout le monde sait que c'est un magnifique département, ni sur le service géomatique où je suis responsable et Laure est chef de projet SIG et cartographie. Donc, concernant le sommaire, mon intervention portera sur le contexte, ce qui nous a conduit à proposer la captation de données par drone,
l'argumentaire et les missions que nous avons mis en avant pour faire accepter le projet par la direction générale, le choix du matériel, quelles ont été les démarches administratives entreprises pour faire voler notre drone, et Dieu qu'elles sont nombreuses, ces réglementations, et en retour nos premières expérimentations et nos premiers vols en mode apprenti. Au CD55 2021 arrimé avec une nouvelle mandature départementale, avec une nouvelle assemblée délibérante, un nouveau président et un nouveau vice-président en charge du numérique, de l'innovation et de l'attractivité. Ce nouvel exécutif a souhaité mettre en œuvre son projet politique, avec au cœur de celui-ci le numérique et l'innovation. Il a ainsi été demandé aux directions d'être novateurs dans leurs propositions, et la DSI n'a pas échappé à cette règle. Il ne me restait plus qu'à trouver les bons arguments pour présenter le projet drone, et en tout cas le faire accepter par la direction générale. Concernant les enjeux, il fallait notamment justifier et pouvoir amortir le coût de la formation, qui était de 3 800 € TTC par personne, l'achat du drone de 6 000 € TTC. Pour information, la fourchette de prix d'un drone va d'environ 1 000 € à 50 000 € selon l'équipement que l'on souhaite. Donc, quels arguments ai-je mis en avant pour justifier cet amortissement? Le département commande régulièrement des prestations pour réaliser des inspections, que ce soit des toitures, le bardage ou toute autre chose. Ces prestations coûtent environ 2 000 €. De même, le CD55 inspecte régulièrement ces ouvrages-là, où le drone pourrait effectivement être particulièrement utile. Un récent dégât des eaux à la DSI est arrivé au meilleur moment. Pour localiser la fuite sur le toit, il a fallu louer une nacelle et bloquer la circulation le temps de l'inspection. Donc, ce fut un argument de plus à mettre en avant. Même si cet aspect budgétaire est plutôt très important, je pense également que l'autonomie du département pour l'acquisition de ces données a été tout aussi essentielle pour justifier ce projet. Ces arguments mis bout à bout ont permis l'acceptation du projet par la direction générale, mais à condition que ce soit à titre expérimental et qu'on n'entre surtout pas dans le champ concurrentiel des initiatives privées. En gros, qu'on n'intervienne pas au profit d'autres collectivités du territoire. Concernant les missions que nous pressentions, il y a forcément les missions d'inspection. Donc, un drone va permettre de réaliser des prises de vue aériennes au plus près du sujet à inspecter. Si on dispose d'une caméra thermique, on va pouvoir réaliser ce type d'études. On va également pouvoir utiliser un drone dans le cadre de contrôles phytosanitaires sur les arbres d'alignement le long des routes départementales. Et enfin, si le drone est équipé d'un module RTK, grâce au positionnement GPS très précis, on va pouvoir inspecter une structure selon un quadrillage tout aussi précis. On va également pouvoir faire de l'étude et du suivi de travaux, qu'ils soient routiers ou non d'ailleurs, par exemple pour le calcul d'emprise, le calcul des cubatures, le suivi des travaux, notamment pour évaluer leur avancement, voir la logistique nécessaire à déployer, mais également en réalisant des reportages afin de valoriser les savoir-faire. Ce qui rejoint étroitement la rubrique événementielle, mettant en avant l'action politique du département sur le territoire. Donc pour nos besoins, nous ne souhaitions pas disposer d'une Bugatti pour rouler en ville, mais proposer plutôt un achat raisonné et surtout réellement adapté à notre ambition. Notre choix s'est donc porté sur la marque DJI, c'est une marque chinoise leader sur le marché de drones. Pour info, DJI représente environ 70% du marché de drones de loisirs et professionnels. Quant au modèle, étant novice en termes de pilotage, nous souhaitions un drone plutôt stable, facile à prendre en main, nous protégeant des obstacles qui risqueraient de nous briser les ailes. Nous voulions également réaliser certaines études thermiques, disposer d'un capteur photo suffisamment précis pour réaliser des zooms de qualité. Et donc, finalement, on a opté pour un Mavic 3 Enterprise, T pour thermique. Drone en main, il ne restait plus qu'à apprendre à conduire et obtenir le permis. Donc, je ne vous cache pas qu'au départ, je voyais le drone comme étant plutôt un jouet, certes professionnel, mais un jouet quand même. Mais lorsque j'ai vu le programme qui nous attendait au regard de la législation française, on voit tout de suite que c'est une activité professionnelle particulièrement encadrée. La France a d'ailleurs été un des tout premiers pays à réglementer l'activité drone sur son territoire. Depuis, l'Europe s'est emparée du sujet et a promulgué sa propre réglementation. Laure et moi donc, avons été certifiés au regard de la réglementation française, qui reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2026. Aussi, je ne vous parlerai que de réglementation française.
Donc un petit message subliminal à Data Grand Est, Clara et Marie Ségolène. La réglementation européenne en matière de drones pourrait être un sujet pour un futur webinaire. On va voir. Donc pour devenir pilote d'UAS, donc UAS c'est le terme réglementaire et anglais pour aéronef sans personne à bord, il faut avoir 16 ans. Je pense qu'autour des écrans, on a tous cette condition. Il faut avoir également suivi une formation certifiante, parcours télépilote de drone professionnel, auprès d'un organisme agréé attestant notre capacité donc à comprendre les règles de l'air, les connaissances générales des aéronefs, d'assimiler les notions d'instrumentation, de météorologie, de navigation. En fait, le sujet était particulièrement vaste et dense. Cette attestation en main, il fallait ensuite suivre l'examen pratique de pilote d'UAS et enfin obtenir le fameux CATT, le certificat d'aptitude théorique de télépilote, un sésame délivré par la Direction générale de l'aviation civile. Ensuite, on est télépilote, mais il est nécessaire de déclarer l'activité en qualité d'exploitant drone, donc à la Direction générale de l'aviation civile, immatriculer et enregistrer le drone auprès du même ministère, et ensuite, il faut rédiger ce qu'on appelle un manuel d'exploitation, le MANEX. Donc, ce MANEX va pouvoir décrire l'identification de l'exploitant, son activité, l'identification des télépilotes, leur niveau de compétence, la description des aéronefs, toute information nécessaire à l'exploitation du ou des drones. Et enfin, la dernière étape, il faut s'assurer que l'exploitant dispose des assurances nécessaires couvrant les missions drone. Après ces étapes plutôt administratives, on peut utiliser le drone à titre professionnel. Mais avant d'entreprendre le moindre vol, d'autres contraintes nous attendent. Tout d'abord, il est nécessaire d'étudier et d'analyser la mission à réaliser, choisir ce qu'on appelle un scénario dans la réglementation française. Il en existe 3, scénario S1, S2, S3. L'étude doit également porter sur le périmètre géographique du vol. Ce travail préparatoire se fait à l'aide de cartes aéronautiques qui contiennent l'ensemble des zones réglementées ou interdites au survol. Donc, par exemple, les prisons, bien évidemment, interdit de les survoler, mais également les zones militaires, les centrales nucléaires. En plus de ces démarches, selon le type et le lieu du vol, d'autres démarches administratives peuvent être entreprises, doivent être même entreprises. Par exemple, en présence d'un scénario S3, c'est-à-dire en agglomération, le vol doit être déclaré à la préfecture, qui dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour accepter ou non le dit vol. Et on aura 8 jours pour réaliser ce vol. En cas de proximité du vol avec une zone réglementée, un aéroport, une plateforme UNM, une activité militaire par exemple, un protocole d'accord doit être mis en place avec le gestionnaire avant tout survol de la zone. Et enfin, avant d'entreprendre le vol, d'autres vérifications doivent encore être faites pour nous assurer que le vol peut être réalisé en toute sécurité. Consulter les prévisions météo, qu'il n'y ait pas trop de vent, que les températures soient adaptées, qu'il n'y ait pas de précipitations, pas de brouillard, etc. Vérifier la couverture GPS, bien évidemment sans GPS, pas de vol stabilisé. Contrôler l'activité solaire, qui ne doit pas être trop intense, sinon ça perturbe le GPS et par ricochet le vol. Et bien sûr, vérifier tout autre paramètre qui pourrait nuire à la sécurité de la mission. On va enfin pouvoir réaliser la mission, mais encore faut-il faire les dernières vérifications pour sécuriser le site. Tout d'abord, prévoir une zone de décollage et d'atterrissage, délimiter une zone d'exclusion des tiers avec éventuellement de la rubalise, des cônes ou tout autre matériau. Le télépilote devrait être visiblement reconnaissable avec une chasuble et les personnes qui seraient présentes sur le site devront être briefées sur le déroulement et les conditions du vol. Il conviendrait également de vérifier que tous les documents administratifs sont en possession du télépilote ou de son assistant et en cas de contrôle, qu'ils puissent les présenter. Donc, je parle du MANEX, du CATT, de l'attestation d'assurance, tous ces documents administratifs que compose le dossier. Et enfin, le drone devra porter les mentions obligatoires, son immatriculation, le nom et l'adresse et le téléphone de l'exploitant. Enfin, le drone devra être checké, donc notamment vérifier le niveau des batteries, l'état des hélices, paramétrer les barrières virtuelles en fonction du vol choisi. L'IMU du drone pourra être éventuellement recalibré. Et même si ce n'est pas obligatoire, lorsqu'on intervient, il est toujours de bon ton de prévenir la mairie, la police, la gendarmerie, voire le voisinage. En effet, un vol de drone attire toujours la curiosité. Et si on veut éviter de voir débarquer la maréchaussée, autant les prévenir en amont. Ce sera toujours du temps de gagner.
Et enfin, donc, on va pouvoir réaliser la première mission et prendre son envol et pouvoir capter en fait les premières données souhaitées. Donc là, je vous propose quelques slides d'illustration. Par exemple, ici, donc, le suivi d'un chantier. C'est la construction d'un giratoire qui est en cours actuellement à Bar-le-Duc. Là, on est plutôt en mode reportage et on va pouvoir suivre l'avancement du chantier. La slide suivante concerne une inspection de toiture, donc un contrôle de ces toitures, la constatation de présence de végétation sur un toit qui au départ n'était pas forcément végétalisé, la présence d'une ligne de vie qu'on peut voir sur la slide en bas à gauche et le passage de câble en bas à droite. Et la dernière slide concerne une étude thermique qu'on a réalisée cet hiver sur un bâtiment. Donc on peut voir effectivement que le toit est plutôt bien isolé puisqu'il apparaît en jaune. Par contre, que les étages sont plutôt des passoires thermiques. Donc, je n'ai pas mis de slide sur le post-traitement et le montage des vidéos, mais vous vous doutez bien que c'est plutôt un gros boulot incontournable et indispensable. Donc, un nouveau message subliminal à Clara et Marie-Golène pour un autre sujet de webinaire organisé. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis je laisse la place à mes collègues. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, c'est noté pour le webinaire aussi sur la réglementation européenne pour l'usage des drones. Alors là, on a 3 questions. Je vais les poser dans le désordre par contre parce qu'elles elles se suivent. Il y a une personne qui voulait savoir si vous aviez été guidé dans le choix du modèle en fait, par rapport à vos besoins. Laure, tu veux répondre? Je réponds. Je peux y aller. Donc, par rapport en fait, ce qui nous a vraiment orienté, c'est la partie thermique. L'idée, c'était vraiment d'avoir un drone qui avait cette particularité-là. Et bon, on n'est pas parti sur enfin, on démarre, hein, donc on n'est pas parti sur des drones très, très expérimentés. Enfin, il fallait quand même un milieu de gamme parce qu'en plus, on avait un moyen financier à subvenir, mais ça a été vraiment la partie caméra thermique qui nous a permis d'aller là-dessus. Et effectivement, on en avait aussi discuté avec le formateur quand on a fait la pratique, voir ce qu'il en pensait, si c'était un bon rapport qualité-prix, enfin si on se plantait pas, quoi. Ok. Du coup, ça répond un peu enfin, oui et non à la prochaine question. Pourquoi vous avez choisi une marque chinoise? Est-ce qu'il n'y avait pas un équivalent plutôt européen en fait? Enfin, du coup. En fait, DJI est le leader des drones, en fait, que ce soit en termes de drones de loisirs ou professionnels. Et c'est vraiment la marque de drone qui est la plus répandue. Mes collègues pourront peut-être apporter plus de réponses sur le sujet. Mais voilà, en termes de rapport qualité-prix, je pense que c'était un des meilleurs choix. Okay. Et puis, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Hein. Et il n'y en a pas tant que ça, effectivement. Ok. Et la dernière question, elle est plus technique. Quelle est la durée de vol d'un drone avec la batterie qui est chargée à fond? Alors, celui qu'on a, il fait 45 minutes d'autonomie. Alors, comme disait Fernand Reynaud, ça dépend. Ça dépend s'il y a du vent. Ça dépend des conditions météorologiques, ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention. Voilà, en gros, ça tourne entre 30 et 45 minutes. Mais bon, il y a des alertes sonores qui nous rappellent à l'ordre si on commence à approcher ces zones un peu délicates. Et du coup, on peut atterrir relativement rapidement. Super, et ben merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Et au pire, on les prendra plus tard et on y répondra après. Bah oui, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très riche, hein, c'était bien détaillé. Ça nous a permis de voir l'ensemble de votre processus et puis toutes ces étapes qu'on n'imagine pas forcément. Je propose maintenant de laisser la parole à Jean-Michel Jauger, donc directeur des systèmes d'information au syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne, le Z52, et responsable du service SIG de la communauté d'agglomération de Chaumont. Bonjour à tous, donc je vais déjà vous présenter le syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne. Donc en fait, il y a 115 élus qui siègent dans nos assemblées. Nous sommes 32 agents pour un budget de 50 millions d'euros avec 3 grandes thématiques compétences, on va dire, c'est les déchets, l'énergie et le SIG. Alors, en ce qui concerne les déchets, alors, on a, depuis le 1er janvier, le PCI de Meuse qui vient de nous rejoindre,
qui sont les portes de Meuse. Avant, c'était que la Haute-Marne, mais maintenant, on est un petit peu sur la Meuse. Mais on gère alors surtout la collecte du centre de la Haute-Marne. Et il y a encore 2 SMICTOM Nord et SMICTOM Sud en plus qui gèrent la collecte. On a une usine de valorisation énergétique donc qui est sur Chaumont et qui a un réseau de chaleur sur la ville de Chaumont et qui génère de l'électricité. On a aussi le suivi de 2 centres de tri sélectif et un suivi de 2 centres d'enfouissement technique qui sont des anciens centres d'enfouissement de déchets où on doit surveiller, avec le drone, on surveille les digues et on surveille aussi les lixivias, les jus qui en sortent. Et on a aussi un réseau de 25 déchetteries. Pour le bloc énergie, on a la distribution publique d'électricité, l'éclairage public et les bornes de recharge des véhicules électriques. C'est les 3 compétences du bloc énergie. Alors, sur le bloc SIG, on a mis un outil à disposition de nos 43 adhérents qui sont des communes, EPCI, des syndicats des eaux. Donc, c'est en 2018. Le syndicat a pris la compétence d'éclairage public et de ce fait, on a mis en place un SIG. Mais on ne savait pas si on allait mettre en place un SIG spécifique pour l'éclairage public ou si on allait mettre un SIG avec plusieurs thématiques pour aider un petit peu les communes, qu'elles soient petites ou grandes, mais au moins avoir un SIG à leur disposition. Et donc, on a lancé un questionnaire aux communes. Alors, on était surtout parti sur les réseaux parce que c'était un peu notre thématique du réseau et on s'est dit que ce serait pas mal de gérer aussi les réseaux d'eau et d'assainissement sur le SIG. Et puis on commençait à entendre parler des réponses au DICT. Donc on a lancé un questionnaire et là, tout le monde nous a répondu en disant qu'ils étaient intéressés pour mettre leur réseau d'eau et leur réseau d'assainissement sur le SIG, mais en plus du cimetière, de gérer le cimetière parce qu'ils avaient des soucis du cimetière. Donc, on a commencé à regarder la thématique du cimetière et on s'est dit, soit on va mettre le cimetière avec un logiciel spécifique métier cimetière sur le SIG et il nous faut la cartographie du cimetière. On s'est aperçu que dans les communes, les cartographies, enfin les dessins qu'il y avait papier dans les communes correspondaient pas réellement à la réalité. Donc, on s'est dit, soit on avait des GPS de précision RTK à l'époque et on s'est dit, soit on va aller relever les emplacements ou pourquoi pas faire une photo aérienne, enfin une orthophoto, pour pouvoir après dessiner les emplacements et puis les gérer sur le SIG. Alors au début, on ne savait pas si on allait, on va dire, prendre un drone, mais on s'est dit on va faire des photos de drones par rapport à des privés qui avaient des drones. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, le premier qu'on a fait venir, en fait, à cette époque-là, les drones, il fallait envoyer les informations par un PC avec un câble USB. Et donc, comme il l'a dit tout à l'heure, Bruno, il faut dire quand on est des personnes à côté d'un vol de drone, il y a toutes des réglementations. Il nous avait fait des réglementations comme quoi c'était dangereux et tout, avec des photos. Et quand il a lancé le drone, il avait oublié d'enlever le cordon USB rattaché au drone. Le drone a décollé avec le PC. Et on s'est tous retrouvés à terre et le drone a fini dans les arbres complètement explosé. Donc, on a vu que c'était quand même dangereux, mais c'était aussi coûteux parce que c'était au moins 1 000 € par photo pour un petit cimetière. Donc, c'est là qu'est né le projet en disant pourquoi pas nous regarder si on peut aussi acquérir un drone et puis faire de l'orthophoto. Alors, on s'est posé la question, donc on s'est dit, ça sera bien pour gérer les cimetières, mais ça serait aussi intéressant pour faire de l'orthophoto assez précise, 2 cm du pixel, pour pouvoir répondre aux fameuses DCT qui allaient arriver, et puis pouvoir faire du calcul de surface pour nos centres d'enfouissement, pour pouvoir faire, on va dire, une reconstitution 3D des digues, d'enfouissement, des centres d'enfouissement, pour pouvoir contrôler chaque année, savoir si les digues bougeaient et si on était conforme à la réglementation et qu'il ne fallait pas renforcer les digues. Bon, on s'est dit on pourrait faire aussi des photos d'illustration ou des vidéos. Les communes aiment bien, quand ils mettent dans leur gazette, s'ils ont inauguré une salle des fêtes ou quelque chose, avoir la photo de la salle des fêtes. Donc voilà, on en fait un petit peu aussi. Et puis le contrôle d'infrastructure comme des tuiles sur un toit d'une église ou des choses comme ça.
Donc là, le projet de drone est né, donc il a fallu, comme on a dit tout à l'heure, se former, faire les habilitations. Donc à l'époque, les habilitations, nous, il fallait être télépilote, il fallait être pilote d'ULM, enfin la partie théorique, hein. Mais par contre, c'était assez compliqué d'avoir cette partie-là. Et puis, la formation du drone. Et on a acheté 2 logiciels. On a acheté Pix 4D qui nous permet d'interpréter et puis de créer l'orthophoto à partir des photos qu'on a fait du drone. Et puis Global Mapper qui nous permet de regarder les régressions 3D si elles sont bien identiques ou pas, ou s'il y a des endroits où c'est pas tout à fait identique. Donc là, on a acheté, nous, un drone, un IBI qui est suisse, autour des 15 000 €, qui était RTK. Parce qu'on s'est dit, pour faire de l'orthophoto, ce serait quand même pas mal d'avoir du RTK et qu'on soit vraiment précis sans être obligé de prendre beaucoup de points géoréférencés pour recaler nos photos. Donc, on a acheté cet IBI RTK et il n'y avait que lui qui était RTK. En fait, en drone, il n'y avait qu'une aile delta. Alors, c'est une aile delta, mais bon, c'était intéressant. Mais par contre, voilà, il faut décoller assez loin. Surtout, nous, les cimetières sont autour des églises, au centre des villages. Et pour une aile delta, l'inconvénient, c'est le décollage et l'atterrissage parce qu'il faut vraiment de la distance pour pouvoir atterrir et pour pouvoir décoller. Et il y a, je sais pas, 3-4 ans, on vient d'acquérir un nouveau drone qui est un Phantom 4 RTK. Bon, après, on voit que le prix était quand même, ça a vraiment descendu, mais les prix sont quand même moins chers. Mais c'était surtout le RTK à l'époque, ça coûtait cher, quoi. Donc, l'avantage et l'inconvénient des deux, en fait, ils sont un peu opposés. C'est vraiment endurant, une aile delta. En plus, c'est léger, donc c'est pas dangereux, enfin, moins qu'un quadroptère, parce que le pire qui peut arriver, c'est une panne de batterie ou quelque chose comme ça, et donc après, il plane, et c'est fait très, très, très léger. Donc, on s'était dit, c'était quand même pas dangereux. Si ça tombe, ça sera quand même pas trop dangereux. L'inconvénient, c'est le décollage et l'atterrissage. Il faut vraiment un espace vraiment ouvert pour qu'on puisse décoller et atterrir. Et par contre, il est très, très difficile à piloter. Par rapport au Phantom 4 RTK, c'est qu'il est facile à piloter, il est géostationnaire, on peut arriver à arrêter et puis prendre des photos très précises. Par contre, il est quand même vraiment moins endurant et puis il est un petit peu plus fragile. Alors, le déroulement d'un vol, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut regarder la météo, parce que ce qui est embêtant, c'est qu'on fait une déclaration de vol et la préfecture nous répond. Bon, alors ça va, nous, en Haute-Marne, ils sont assez réactifs et ils nous répondent assez rapidement. Mais on a un temps, donc ce qui est embêtant, là, on a aussi la possibilité de se connecter. Enfin, il faut se connecter sur un site internet et puis dire à quelle heure on va voler et quel jour on va voler. Alors, pour pouvoir voler, il faut déjà préparer le vol. Donc, lorsqu'on fait une orthophoto, ce qu'il faut, c'est que les photos soient régulières avec un taux de recouvrement. Donc là, on fait des paramètres, on regarde si on va voler à telle ou telle hauteur. Plus on va voler haut, moins on aura de définition en pixels de l'image. Plus on va voler bas, forcément, plus on est précis. On a le recouvrement des photos, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les photos se recouvrent beaucoup, beaucoup pour qu'on puisse avoir un bon MNT ou MNS et une bonne, on va dire, recouvrement des images pour pouvoir avoir des informations précises et puis pouvoir reconstruire une image assez précise. Après, on règle aussi la vitesse de notre vol. Ici, là, c'est un petit cimetière qui fait 1700 mètres carrés. On voit qu'on a une durée de vol qui est de 8 minutes et on va prendre 190 photos. Alors après, on lance le vol. Alors quand c'est un vol en orthophoto, c'est automatique. Donc là, comme c'est programmé, on lance le drone, il décolle tout seul, il va faire les photos qu'on lui a demandé de faire aux endroits qu'on lui a demandé de faire, et après, il vient réatterrir tout seul. Ce qui n'est pas le cas quand on fait un vol autonome pour aller regarder une toiture ou bien faire une vidéo, où là, on pilote complètement le drone. Autrement, si on fait une orthophoto, tout est automatique. Voilà, donc après, je vais passer au traitement. Donc, quand on a fini notre vol, après, on traite les images pour pouvoir avoir créé l'orthophoto. Donc, on voit dans la première partie, on a notre position du drone avec les photos qu'il a prises. Alors, on voit ici que ça a bougé un petit peu. Il y avait un petit peu de vent. On voit même qu'ici, il y a des photos qui manquent parce qu'il y avait certainement un petit peu de vent quand il arrivait là, quand il a pris les photos. Donc, on n'a même pas du tout les photos. Et on voit que celles-là, elles sont vraiment en biais. Donc, la reconstitution ici ne va pas être terrible par rapport aux autres emplacements où on voit que les photos sont quand même assez régulières et assez horizontales. Après, on en fait un modèle numérique de surface.
On voit ici le clocher de l'église, hein, donc on est en rouge, on est plus haut. Et ici, on voit les tombes. Donc on voit en même temps, peut-être cette tombe-là, elle a peut-être 4-5 cm, mais on arrive à voir la différence à 4-5 cm près. D'ailleurs, quand on a le MNS comme ça, quand on déplace avec la souris, on voit exactement de l'altitude et on voit que des fois, on passe de 2-3 cm de différence. Mais on fait déjà le modèle numérique de surface. Après, eh ben, forcément, on en tire l'orthophoto. Alors, et on peut faire aussi une reconstitution 3D de la partie là. Alors là, celle qui a été faite ici de reconstitution 3D, c'était pas pour faire une reconstitution 3D, parce qu'il faudrait aussi faire un peu mieux, c'est-à-dire les bâtiments, les prendre là, c'est à la verticale et voir les façades, alors que là, on s'est pas du tout amusé à faire les façades, mais on va voir, je vais faire une petite vidéo qui montre un petit peu la reconstitution, mais franchement, même sans prendre des photos des façades des bâtiments, ça reste correct. Donc, si on peut envoyer la vidéo. Voilà. Donc, on revoit ici notre position du drone et les photos qu'on a prises. Donc, on arrive à voir. Donc, on voit ici qu'elle est vraiment en biais. Hein. Ici aussi, c'est un peu décalé. Mais bon, ça, c'est le vent. C'est un peu embêtant avec le drone. Le vent, c'est important. Il faut prendre en considération le vent. Ici, on voit notre orthophoto. On voit ici que c'est moins bien. On voit que c'est un peu pixelisé. C'est ici où les photos ne sont pas propres. Mais autrement, bon, on voit notre MNS là qui est correct. Et on voit que dès qu'il y a un petit peu de hauteur, on voit tout de suite la différence. Ici, on voit l'altitude ici qui se déploie. Là, on revoit notre orthophoto. On voit notre petite tombe là où il sait qu'il y a quelques peut-être 10 cm, même pas de surélévation qu'on voyait tout à l'heure. Et ici, il y a une photo où on voit un arbre en même temps, c'est bien de voler sans feuilles parce qu'on voit les tuiles en dessous alors qu'on ne voit pas à côté. Et là, j'ai fait une petite vidéo de la reconstitution 3D. Donc, on peut voir bien l'église quand même, bien les façades quand même. On arrive même à voir ici les candélabres, donc qui sont reconstitués, qui sont quand même petits et pourtant on arrive à les voir. Et les façades sont quand même pas mal, alors qu'on n'a pas pris du tout de photos de façade. Et là, on voit l'intégralité de notre cimetière au centre du village. On voit, alors forcément, quand on s'approche un petit peu, ça pixelise un peu. Forcément, voilà, il faudrait peut-être être encore un petit peu plus précis, c'est-à-dire voler un petit peu plus bas pour pouvoir avoir des pixels un petit peu plus petits. Mais ça reste quand même correct pour voir un édifice comme l'église, là, ça reste quand même correct. Avec le logiciel, on peut aussi arriver à faire mesurer des distances, des hauteurs. Donc là, si on clique sur un pixel, on arrive à voir toutes les photos. Il nous donne toutes les photos. On voit d'ailleurs qu'ici, il y a une voiture. Sur cette photo-là, il y a une voiture, mais par contre, elle n'est pas revenue là parce qu'elle est peut-être sur une photo ou deux. Et donc, il l'enlève quand il reconstitue l'orthophoto. Et après, à chaque fois qu'on clique sur un pixel, il nous donne les photos qu'on voit ce pixel-là. Et ici, on arriverait à mesurer l'épaisseur de la ligne de orange ici, ou mesurer la longueur, ou même refaire dessiner. Là, j'ai un exemple aussi où on a fait relever notre réseau d'éclairage public en RTK, on a fait une orthophoto, et ici, on voit qu'on a un fourreau en acier de 10 cm, et quand on a superposé les deux images, on a vu que c'était vraiment, vraiment précis parce qu'on voit que le réseau d'éclairage public, il passe vraiment dans le fourreau, quoi. Alors que l'image n'a pas été recalée, rien du tout. C'est directement la sortie du drone, on a mis l'image sur le SIG et ça nous a donné cette précision-là. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur le drone au syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne. Eh ben, merci beaucoup, c'était super intéressant. Alors, on a plusieurs questions. La première, c'est les zones d'enfouissement sont des zones historiques ou actuelles? Si elles sont actuelles, ce sont des déchets inertes? Si oui, pourquoi vérifier les digues? Alors non, c'est inerte. Elles ont été fermées il y a au moins une dizaine d'années, je pense, à peu près, mais peut-être même plus que ça. Mais par contre, on a un devoir de surveiller pour savoir, parce qu'il y a des bâches, et on doit surveiller les bâches pour voir qu'il n'y ait pas de... Il y a des lexivias, ce qui coule en fait des déchets qui sont enfouis là, et donc les digues
sont importantes et savoir si ça maintient, si elles sont vraiment solides, quoi. Donc, on est obligé de les surveiller. C'est une obligation de l'ARS qui nous suit les centres d'enfouissement qui ont été faits à cette époque-là. OK. Ensuite, pensez-vous que ces orthophotos peuvent constituer une alternative aux images raster, par exemple? Et est-il possible d'ajouter des coordonnées géographiques lors d'une prise de vue ou cela se fait, après? Bah, l'orthophoto, elle est forcément géoréférencée. Lorsqu'on fait notre orthophoto, alors déjà notre, comment? Notre drone enfin, nos drones sont RTK, donc forcément, on a une position hyper précise, mais l'orthophoto que ça génère, elle est aussi très précise. On le voit sur l'image par rapport au pont en encorbellement, c'est vraiment très précis. Une fois qu'elle a une coordonnée géographique, l'orthophoto et on la monte facilement sur un SIG. OK. Est-ce que pour utiliser le modèle RTK avec Libby, c'est possible d'utiliser un réseau NTRIP, comme par exemple Orphéon, ou bien me faut-il ma propre base pour faire les corrections des coordonnées? Non, les 2 Et la sont même possibles. question pour le Phantom 4, Les 2 sont RTK. possibles. Nous, on n'a pas de base, on prend Orphéon ou bien un réseau en fait qui nous donne une correction en direct des coordonnées géographiques, quoi. OK. La même chose pour le Phantom, C'est pareil, les 2 OK. fonctionnent exactement pareil. D'accord. Et là, c'est au moment où vous montriez, votre constitution avec la vidéo. Quelqu'un demandait combien de temps pour ce travail de restitution? Alors ça dépend les photos qu'on a prises, ça dépend la grosseur, mais c'est de quelques dizaines d'heures à quelques jours, quoi. Enfin, si c'est vraiment on a beaucoup, beaucoup de photos, forcément, c'est le temps de machine de calcul, mais après, c'est que l'ordinateur. Une fois qu'on a réglé les paramètres, on lance et puis, on attend que ça se termine, quoi. Mais ça peut durer, ouais, plusieurs dizaines d'heures, quoi, forcément. OK. Et quelqu'un demandait c'était avec quel matériel que vous générez, ces MNT, ces procs, ces RAM, ces cartes graphiques? Alors, c'est le logiciel, Pix 4D et c'est des PC standards, hein, enfin, voilà. Bon, plus on a un PC puissant, forcément, moins ça va durer longtemps, mais après, c'est juste du nombre d'heures de calcul, quoi. OK, super, merci beaucoup, pour toutes ces informations. Eh ben, merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat, on pourra vous y répondre plus tard. Vous les retrouverez toutes les réponses aussi, sur notre page web. OK, merci beaucoup Jean-Michel, pour cette présentation. Maintenant, je laisse la parole à Joanne Maujean, donc archéologue au service archéologie préventive de la direction du musée de l'archéologie de l'Eurométropole de Metz. Bonjour à tous, oui, effectivement, c'est un titre un peu grand, on est bien conscient. Donc, revient pour ma part à parler de la chose peut-être la moins attrayante de ces data, c'est l'expertise réglementaire et cas d'usage en archéologie. Et on va terminer par une petite ouverture. Et effectivement, Bruno parlait de l'expertise réglementaire et le cas des pilotes de drones et l'acquisition de ce certificat. On verra tout à l'heure qu'effectivement, ce n'est pas si simple que ça et qu'il y a un certain nombre de démarches et de démarches administratives à réaliser. Alors, pour nous, pour l'Eurométropole de Metz, donc 46 communes, 230 000 habitants, actuellement, on s'est doté d'une équipe drone qui est inter-service, qui a actuellement 5 pilotes et 4 appareils depuis 2018. Et effectivement, c'est toujours de la marque DJI, comme disait Bruno, ce sont les leaders mondiaux. Historiquement, on a toujours eu un Phantom 4 Pro V2. On a acquis dernièrement 2 Mavic 3 classiques, non pas thermiques, et un Mavic 2 Enterprise Advanced qui, lui, a la double particularité d'avoir une caméra thermique et une caméra qui est dit dans le spectre visible. Alors, pour ma petite présentation, donc les démarches administratives, on voit qu'il y a différents volets. Il y a le volet exploitant, le volet drone, le volet vol et pilote. Une petite présentation sur l'utilisation que nous en faisons au point de vue de l'archéologie et les perspectives de développement que les drones peuvent amener dans un futur qui est relativement proche. Alors, sur les démarches administratives, les grandes lignes de la réglementation, pourquoi une réglementation et quelles sont les 3 grandes catégories que cela a pu générer? Une réglementation, ça permet d'éviter des appareils qui sont dangereux en circulation puisqu'ils doivent être certifiés, avoir des télépilotes formés et sensibles aux risques, s'assurer de la fiabilité des appareils, parce qu'au début de l'ère du drone, je vais dire que c'était un petit peu du bricolage. Aujourd'hui, il y a tout un protocole à respecter.
et éviter les survols de zones interdites ou limitées. Et comme on parlait, Bruno, c'était l'exemple du centre pénitentiaire ou les apports d'héliports ou d'aéroports. On verra que c'est quand même des grosses restrictions. Alors, sur les 3 grandes catégories, à savoir qu'actuellement, nous sommes dans une période de transition entre les standards nationaux et les standards européens, comme c'était dit précédemment. Donc, 3 grandes catégories. La catégorie ouverte, sur les grandes lignes, c'est des faibles risques et c'est en vue directe de l'appareil. La zone géographique à faible population et une circulation aérienne faible. Il y a une interdiction de survol des tiers. Des drones de catégorie qui sont catégorisés de la gamme C0 à C4 et la formation du télépilote, cette fois-ci, elle est sur Internet et l'âge est de 14 ans. Sur la catégorie certifiée, qui est la plus restreinte, c'est des opérations à très fort risque sur des très longues distances et on est déjà sur le cas de transport de matières dangereuses, de transport de personnes. Actuellement, très peu d'organismes peuvent en réaliser. Et ce que nous utilisons au sein de l'Eurométropole, c'est la catégorie spécifique. C'est des opérations à risque moyen en vue ou hors vue du drone sur une forte densité de population et en circulation aérienne modérée. Il y a une interdiction de survol des tiers. Les drones doivent être catégorisés de la classe C5 ou C6 en fonction des scénarios. Et par contre, comme disait en introduction Bruno, la formation du pilote est délivrée une partie par la DGAC et une partie pratique qui est obtenue par un organisme formateur qui est recensé sur son manuel d'exploitation. Sur les démarches liées à l'exploitant. Alors, un exploitant doit se déclarer sur le site Alphantingo, qu'on reverra tout à l'heure. Ça peut être de droit moral ou une personne physique. Doit à sa charge avoir la mise en place du manuel d'exploitation qui recense entre autres la hiérarchie, les drones qui sont enregistrés, leur numéro d'immatriculation, toutes les démarches que le pilote doit réaliser avant, pendant et après son vol, entre autres. À sa charge également une déclaration d'activité tous les 24 mois, toujours sur le même site. Un bilan annuel d'activité qui va recenser le nombre d'heures de vol qu'il aura réalisé ou fait réaliser au cours de l'année et les problèmes éventuels qu'il a pu rencontrer. Également, déjà dit, l'assurance de son activité. À sa charge également l'évaluation annuelle du niveau de compétence des télépilotes qu'il emploie et le dossier des pilotes qui doit être à jour et présentable sur demande des forces de l'ordre, comme ça a déjà été indiqué. À sa charge également le compte-rendu d'analyse et de suivi d'événements s'il a rencontré un problème ou fait rencontrer un problème lors d'un vol, à lui de faire remonter l'information. Ça permet d'établir des statistiques auprès de la DGAC et de bouger un petit peu la législation. Jusqu'à présent, il y avait une demande d'autorisation de prise de vue aérienne. C'était valable pour les avions et puis par extension par les drones et cette disposition a été abrogée. Sur les démarches liées aux drones. Donc, on l'a vu, c'est des drones qui sont classés de C0 à C6, utilisables en fonction de la catégorie d'activité ouverte ou spécifique, comme on l'a vu. L'enregistrement sur le site Alphantingo, si leur masse est supérieure à 800 grammes. L'immatriculation, elle doit être visible sur l'appareil, et ainsi que le nom et le numéro d'exploitant. Doit disposer du drone en fonction de la catégorie dans laquelle il intervient, un signalement électronique, c'est-à-dire une connexion, enfin un système Wi-Fi qui va permettre aux forces de l'ordre de reconnaître le détenteur du drone à distance et un signalement lumineux qui permet d'être vu de loin. Également, en fonction du scénario envisagé, des limites électroniques applicables pour certaines missions. Alors, limite électronique, c'est en fait dans la manette qui sert à contrôler le drone, on peut y agrémenter une limite virtuelle en hauteur et en distance du télépilote. Et sur la catégorie en zone peuplée, un système de limitation de l'impact lors de la chute, ce qu'on appelle communément le parachute, si la masse est supérieure à 2 kg. Sur les démarches liées au pilote et au vol, donc la formation du télépilote, donc un certificat d'aptitude théorique drone, c'est une formation théorique qui est sanctionnée par 60 questions réalisées par la Direction générale d'aviation civile. Une formation de drone de base qui est organisée par un organisme
déclarée sur son annexe. Comme disait Bruno, à partir de 16 ans. Et l'appréciation annuelle du niveau de compétence qui doit être délivré par son exploitant. Dans ces obligations, donc c'est l'application du MANEX qui a été rédigé par son exploitant, la vérification, entre autres, de la météo, de ses réserves d'énergie et la sécurité de tout le vol. Sécurité du vol qui peut être partagée par une seconde personne si jamais il est accompagné d'un référent sécurité ou s'il est en ce qu'on appelle en vol en immersion, c'est-à-dire avec les lunettes qu'on place sur son visage. Actuellement, comme je vous le disais, et comme on vous l'a déjà dit, les standards nationaux sont encore utilisés. Ça sera possible jusqu'en 2026. Sur la catégorie S1, c'est sur des zones non peuplées, donc c'est soumis à la réglementation aérienne. La distance, elle doit être à 200 mètres de l'opérateur et une hauteur maximale de 120 mètres. Sur les scénarios à distance type S2, donc c'est soumis à la réglementation aérienne, c'est obligatoirement des zones non peuplées. C'est une distance maximum de 1000 mètres et une hauteur en fonction du poids de l'appareil. Sur la zone peuplée, c'est ce que nous utilisons plus en archéologie, c'est les mêmes réglementations que de la catégorie S1, plus une déclaration à la préfecture qui se fait via le site Alpha Tango, 5 jours ouvrables avant le vol. La distance, c'est maximum 100 mètres de l'opérateur et une hauteur de 120 mètres maximum. Et bien sûr, il existe des contraintes locales éventuelles. Il existe des zones interdites, restreintes, des zones d'entraînement militaire. Et certains peuvent nécessiter de passer des conventions avec d'autres organismes, par exemple l'aéroport, les héliports, l'ULM. L'exemple que je peux vous proposer, c'est une convention qu'on a dû passer avec la centrale nucléaire de Cattenom parce qu'on avait une opération archéologique à proximité. Et comme c'est une double zone interdite à la fois par la centrale nucléaire et à la fois par la zone d'entraînement militaire, on a dû faire cette convention. On avait vu, on vous l'a déjà expliqué, les standards nationaux vont progressivement être remplacés par les standards européens. Pourquoi des standards européens? Ça va permettre de faire des vols en dehors du territoire national. On peut imaginer dans nos régions voler vers le Luxembourg, l'Allemagne ou la Belgique. Il faut uniformiser tout ça. Donc, vont être créés ou sont déjà créés et ils vont être applicables à partir de 2024, période de transition jusqu'en 2026. Le scénario standard 1, c'est le vol en vue direct. Les drones doivent être classifiés de classe C5 au minimum et ce sont en zone peuplée. Le scénario standard STS2, vol hors vue direct. La distance maximale de 1000 mètres rapprochant du scénario S2, mais elle peut être doublée si jamais il y a des opérateurs au sol. Et ça, c'est des drones de catégorie C6. Le site Alpha Tango, le fameux, on n'arrête pas de vous en parler. Je vous ai mis à la fin de ma présentation le lien qui permet d'y accéder directement. Donc, c'est l'interlocuteur unique entre les exploitants, tout ce qui est lié à la préfecture ou aux militaires. Alors, la préfecture vous répondra, les militaires ne vous répondront pas, mais néanmoins, vos demandes de vol seront prises en compte. Donc, le site Alpha Tango, déclaration de vol en zone peuplée, l'enregistrement de l'exploitant, l'enregistrement et l'immatriculation des drones et le bilan annuel d'activité qui est accrémenté à ce site. Pour la catégorie ouverte ou spécifique, vous pouvez vous raccrocher aux cartes de restriction de vol UAS qui sont disponibles sur le site Géoportail. Je vous ai mis également le lien à la fin de cette présentation. Et on voit qu'il y a des couleurs différentes entre jaune, rosé et rouge. C'est en fonction de la hauteur de vol autorisée. À savoir que si vous êtes aux abords d'un aéroport, en fonction de la superficie, de la distance de son tarmac, vous avez des interdictions de vol à 0 mètres, 50, 100, jusqu'à 120 mètres si vous vous en écartez. On vous a parlé aussi de cette fameuse carte OACI. C'est une carte qui est à l'origine destinée aux pilotes d'avion, pilotes du LM. Alors, je vous passe toute la nomenclature parce que ça, c'est vraiment un gros morceau lors de la formation.
mais on y recense tout ce qui est lié à l'aérien et toutes les zones auxquelles il faut prêter attention. Vous pouvez également aller sur le site du système d'information aéronautique où ce que je peux utiliser, c'est la fédération ULM qui permet de recenser les petites pistes à proximité des zones où on doit intervenir. Voilà les deux exemples de sites. Également utilisable les applications mobiles, la limitation logicielle de l'appareil, ça je vous ai dit, hein, c'est pour les limites théoriques en hauteur et en distance. Et les fiches VAC qu'on retrouve sur le système d'information aéronautique, c'est des fiches qui sont associées à un héliport ou à un aéroport. Sur l'utilisation que nous en faisons en archéologie, donc en premier lieu la prise de vue photographique, l'exemple d'un bâtiment romain à Ussigny-Grosbranche ou le château médiéval de Lutange. Voilà, ça nous permet à la fois un enregistrement photo, vidéo et qui peut également nous servir à la vulgarisation scientifique. Ce que nous faisons également, c'est la photogrammétrie ou l'orthophoto. Cette fois-ci, on n'utilise pas de modèle RTK. On fait une prise de vue photographique avec le drone de façon zénithale et on a également un topographe qui fait partie de l'équipe. Donc, il va prendre des points de référence et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle un redressement de photo. Ça nous permet de dessiner directement sur la photo pour l'enregistrement en dessin. Ce qu'on réalise également, c'est une modélisation 3D. Ça, c'est une cave qui a été fouillée à Voipy. Si on peut lancer la vidéo également, comme ça, on verra un petit peu plus en détail. Si on la retrouve, sinon, c'est pas grave, on va passer à la slide suivante. Ah, elle arrive. Alors voilà, alors ça couple à la fois des photos qu'on a réalisées par drone, mais aussi des photos de terrain. Et donc, c'est mis dans un logiciel, c'est Metashape, et ça nous permet de modéliser en 3D un bâtiment, même si ce bâtiment, à l'issue de notre fouille, va être détruit. Voilà, on peut aller sur un détail, par exemple, un détail de seuil de porte à l'entrée de la cave. Voilà, je pense que c'est relativement parlant. Voilà, ça, c'est un enregistrement qu'on va garder, qui nous permet de modéliser les bâtiments. Et c'est, entre autres, ce qui a permis de refaire à l'identique, par exemple, la toiture de Notre-Dame. C'est des choses qui ont déjà été réalisées au point de vue des monuments historiques. Sur les perspectives de drones qu'on voulait également vous présenter, donc les drones avec caméra thermique, on a vu qu'ils sont déjà utilisés pour la rénovation énergétique. Les contextes environnementaux, également sur le point de vue de l'archéologie, c'est peut-être faire de la prospection aérienne en fonction des différences de température, en fonction des vestiges qui sont enfouis. Les autres drones envisageables à plus ou moins long terme par l'Eurométropole, si on a des fonds qui sont quand même relativement importants, c'est les drones LIDAR. Alors, c'est une technologie qui est basée sur les faisceaux laser qui permet de faire de la microtopographie et ce qui permet de retrouver des sites même sous une végétation. Et enfin, et on pense que toujours que c'est de la science-fiction, les drones habités, à savoir qu'il y a déjà des essais qui sont réalisés sur Pontoise avec le groupe Aéroport de Paris, la RATP, et le projet, c'est de les mettre en place pour les JO 2024. Voilà, les collectivités territoriales doivent déjà penser à l'urbanisme de demain et à savoir si éventuellement ils seraient intéressés par ce type de technologie et la mise en place qu'on appelle les drop zones, c'est de zones de décollage et d'atterrissage des drones habités. Voilà, je vous ai mis les liens pour aller plus loin avec le site de référence que vous aurez, les guides de référence, le site Océane qui permet l'inscription pour la théorie drone, la visualisation géographique avec le site Géoportail, le site SIA et les cartes de terrain ULM pour l'utilisation pratique. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la présentation.
Alors, on a 2 questions et une sur laquelle je vais rebondir sur quelque chose la première question qu'on avait eue, c'était pourquoi on avait choisi une marque chinoise et pas une marque française. La personne a rebondi aussi, notamment sur le fait que en ce moment, il y a des controverses autour des données. Notamment, donc en prenant une marque chinoise, peut-être que ça a des incidences et non? Bah, en fait, effectivement, DJI est le leader mondial, c'était les premiers, donc c'est des drones qui sont relativement fiables. Après, j'ai vu sur justement le chat, effectivement, il y a la gamme Parrot qui est une gamme française. Il y a aussi des gammes américaines. Alors, sur les gammes américaines, j'ai un retour sur l'Institut national de la recherche en archéologie préventive qui a des drones qui ont quelques difficultés. Après, sur la gamme Parrot, c'est toujours pareil, c'est des choix techniques. À savoir qu'actuellement, la marque la plus développée, c'est la marque chinoise. Pose le problème justement des données, où là, on rentre dans un cadre plutôt de cybersécurité. Ok. Une question toute simple, peut-on survoler un domaine privé? Alors, le survol des domaines privés est autorisé parce que l'espace aérien appartient à tout le monde, hein, il appartient à l'État. Par contre, dans les textes de référence, il est dit que vous ne devez pas empêcher la jouissance du domaine, en fait. Vous ne devez pas, surtout pas prendre de photos, hein, parce que dans le cadre de la propriété privée, et vous ne pouvez pas faire des nuisances où, par exemple, une personne se prélasse sur sa terrasse, il ne doit pas y avoir de nuisance sur le fait que vous passez et repassez avec le drone. Mais en théorie, vous pouvez surveiller des espaces privés, hormis s'ils sont présents et référencés comme zone interdite ou zone réglementée. D'accord. Et une dernière question, cela pourrait être utilisable pour cartographier les infrastructures de canalisation enterrées? Canalisation enterrée, dans ce cas-là, il faudrait que dans le spectre visible, on ait la trace de l'enfouissement. Et dans le spectre non visible, il faudrait c'est en théorie possible parce qu'il peut y avoir une différence de température entre le terrain à droite et la zone de creusement, puisque la zone de creusement capte davantage d'eau, donc il peut y avoir une différence de température. Ok. Quel usage du thermique dans l'archéologie? Alors justement, il y a des essais qui ont été réalisés, notamment dans les Alpes. En fait, c'est sur le principe, nous on a on va dire 3 types de structures. On a des structures construites, hein, par exemple des murs, et on a des structures en creux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, pour mettre un poteau en bois, on va creuser, on va mettre le poteau à l'intérieur. Et donc, il va y avoir possiblement des différences de température entre la zone qui a été creusée, donc qui capte davantage d'humidité, que la zone en périphérie. Ça, c'est des essais qui ont été menés par le CNRS. Alors, effectivement, c'est tout nouveau dans l'archéologie. Et on va essayer de voir si, effectivement, ça peut amener à faire de la prospection aérienne, comme ça peut être avec le lidar ou comme ça a pu être avec les moissons, où on s'est rendu compte qu'au-dessus des murs, les moissons type blé ne poussaient moins bien qu'aux alentours. Ok, merci. Et une question alors, qui est pour vous, mais aussi qui peut être posée aux autres intervenants. Est-ce que ces données ont vocation à être publiées en open data ou sont-elles réservées aux institutions publiques? Alors, actuellement, comme je disais à Data Grand Est, j'ai des collègues qui ont un projet, alors s'il y a avec l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui, eux, vont créer un SIG archéologique. Ce qui est actuellement visible partout, c'est ce qu'on appelle la carte archéologique, qui est détenue par le service régional d'archéologie, qui, lui, recense tous les sites qui ont été trouvés. Alors, d'ici à ce que ça soit en open data, actuellement, je ne peux pas vous dire. Il y a toujours les contraintes. Alors, ça peut être les contraintes liées au fait que si c'est des données relativement sensibles sur des prospecteurs, où on a toujours un petit peu l'appréhension que des personnes détectoristes, en fonction des sites déjà trouvés, aillent prospecter avec des poils à frire, ce qu'on appelle vulgairement des poils à frire. Mais actuellement, je ne peux pas vous dire si ça sera en open data ou pas. Merci beaucoup. Et ben, on n'a plus de questions. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Ouais. Merci à tous. Donc, un grand merci déjà pour toutes ces présentations très riches en connaissances qui en permettent de découvrir les drones pour certains.
Alors, Data Grand Est n'est pas spécialiste des drones hein, pour le moment, mais comme vous avez pu le voir sur ces témoignages, il y en a sur le territoire et c'était un souhait de Data Grand Est de vouloir partager avec vous ses connaissances, ses retours d'expérience sur ces sujets qui sont peut-être pas assez connus ou en tout cas qui méritent d'être encore plus connus parce que ça peut peut-être demain s'étendre sur plus de territoires. Donc, ce rôle d'acculturation, de partage d'expérience, voilà, la plateforme Data Grand Est est là pour relayer. Donc, si vous avez d'autres questions, vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On saura activer le réseau, revenir et chercher les intervenants qui pourront répondre à vos questions les plus adaptées. Donc, on a été ravis de vous retrouver. Encore une fois, merci aux intervenants, merci à vous de nous avoir suivis. Et donc, à très bientôt. Et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.